Bien, alors bonjour à tous, collectivement et individuellement. J'espère que tout se passe bien pour vous. On est, vous le savez, dans le cadre de ce prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre, avec l'opération que nous avons appelée le regard des jeunes de 15 ans, c'est-à-dire vous. Et ce regard des jeunes de 15 ans, pour tout vous dire, on l'a lancé au moment du 15e anniversaire du prix. Ça fait donc quelques années. Et quand on l'a lancé comme on a souvent fait d'ailleurs dans le cadre de ce prix, c'est-à-dire qu'on commence en local, et puis ensuite on étend. Donc on a démarré avec les collèges de Bayeux, et puis on a enchaîné sur les collèges du Calvados, et puis on a enchaîné à l'époque sur les collèges de Basse-Normandie, maintenant de Normandie, et puis on a étendu, et aujourd'hui c'est un concours qui est extraordinairement ouvert, puisque nous avons des milliers de participants, mais je vais revenir tout à l'heure sur l'ensemble de ces données. Je vais passer la parole à Pierre qui va vous expliquer un petit peu comment se fait la partie opérationnelle, pourquoi et comment vous êtes amené à voter sur ces photos. Pierre. Merci Jean-Léonce. Bonjour, à mon tour de vous saluer et de remercier les enseignants qui sont dans la salle et qui font énormément avec vous, collégiens. Merci de vous intéresser au journalisme et au photojournalisme en particulier. Alors, l'agence France-Presse est historiquement présente aux côtés du prix, mais depuis 3 années maintenant, nous nous engageons de façon plus conséquente et je me charge de sélectionner 20 images chaque année. Et j'essaie d'être un tout petit peu dans votre tête, mais pas trop. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas vous perdre en route, j'essaie de ne pas trouver des sujets trop isolés, trop marginaux, sauf s'ils ont vraiment une pertinence. On évite d'être dans le pathos, on évite la facilité et on essaie d'être dans l'actualité. Et visiblement, nous y sommes de plein pied. Alors, de dire que vous ne vous trompez jamais, je dirais que ce qui nous réconforte, c'est votre acuité et votre sens de la marche des événements. Et je crois que ce résultat, en tout cas, nous mettra tous d'accord aujourd'hui. Pouvons-nous lancer l'image qui a reçu le plus grand nombre de suffrages, s'il vous plaît ? Voilà. En doutiez-vous un instant et combien avez-vous été à donner votre suffrage pour cette photographie ? Levez le doigt. Oui, eh bien, Jean-Léonce. Eh bien, vous êtes même peut-être au-delà de la proportion globale, mais on est dans ces grands ensembles. Sachez donc que vous êtes plus de 10 000 à avoir participé effectivement à ce choix. Et que sur les très exactement 10 540, vous êtes 4 821 à avoir voté pour cette photo, c'est-à-dire presque 50%. Vu le nombre de photos proposées, ça veut donc dire que vraiment, cette photo s'est détachée très fortement. Vous avez voté, bien sûr, comme je disais, dans le Calvados, mais en fait, vous êtes une quarantaine de départements français à avoir voté, et il y a 6 pays étrangers qui ont participé, l'Allemagne, la Tunisie, la Lituanie, Madagascar, le Paraguay et la Norvège. Donc vous le voyez également, une couverture transcontinentale. Et ce qui est intéressant également de regarder au travers des résultats, c'est que le vote est homogène entre votre vote, je dirais, collégien français, et le vote des collégiens des autres pays. Donc c'est vraiment, vraiment une tendance qui est extrêmement forte. Pierre, tu annonces le nom ? Alors, il s'agit d'Alexander Greer, qui est un photographe avec qui nous avons occasionnellement collaboré pour cette histoire de ces loups affamés. En fait, le réchauffement climatique et par conséquent la fonte des glaces fait que dans leur habitat, ils ne trouvent plus à se nourrir et se rapprochent des régions peuplées et avancent vers les villes, et pour certains d'entre eux ont investi les décharges ou sont même rentrés dans les habitations. Voilà, donc autre phénomène, si je puis me permettre, outre la photo qui remporte le plus grand nombre de votes, la deuxième n'est autre que la photographie de Greta Thunberg,
qui est représentée sur une bâche comme une effigie, comme aujourd'hui un portrait qui marque. Je reviendrai sur celle-ci plus tard. Mais encore une fois, le réchauffement climatique, l'avenir de la planète compte plus que jamais pour vous. Et ça consolide le choix du numéro 1 en parlant en tout cas de celle qui la suit. Et j'ai volontairement fait en sorte de ne pas choisir un portrait d'elle, mais elle, en tant que porte-drapeau, cette image a été réalisée par notre photographe Solaro à Rome. Et voilà, Jean-Léonce. Alors, cette deuxième photo, elle a obtenu 1075 voix. Hein, donc si on fait le total des 4005 plus 1075, on voit bien que cette problématique, elle concerne, elle sensibilise largement plus de la moitié d'entre vous. Voilà, peut-être une dernière image dans ce trio de tête pour parler de Notre-Dame et cette photo tout à fait impressionnante. Oui. C'est le... Bon, alors je vous la décris en attendant qu'elle ne vienne. La voici. Voilà. Voilà, et vous savez que le monde entier a retenu son souffle et que des heures durant et jusqu'au petit matin, tout à chacun a vu se consumer, en tout cas une partie, sachant que les pompiers ont fait un travail absolument extraordinaire en sauvant l'édifice par ailleurs. Et alors vous vous direz, là, je dirais que c'est la quintessence de ce qu'est le métier de photojournaliste. Autrefois, quand nous n'étions que sur un support papier, nous faisions le pari de la une du lendemain, c'est-à-dire l'image qui serait sur 5 colonnes et qui ferait l'actualité. C'est encore vrai aujourd'hui, même si nous sommes capables de publier ou de produire des milliers d'images par jour, mais il en faut une pour résumer, et donc l'effondrement de la flèche, voilà, synthétisait malheureusement cette triste actualité. Et cette photo a obtenu 655 votes et arrive en 3e position. Comment procédons-nous, chers enseignants? Comment voyez-vous la chose? Alors, c'est moi qui vais vous interroger, c'est moi qui vais lancer la discussion. Donc, somme toute, vous êtes tous engagés volontaires pour cette opération et votre présence est là pour le souligner. Qu'est-ce que ce travail vous a permis de découvrir ? Alors, ne soyez pas timide. Moi, je suis mort de trouille sur scène, là. Je ne vis plus. Alors, confortez-moi. Prenez la parole. Si, oui, lancez le micro si ça ne vous ennuie pas. Merci beaucoup. Des réactions simples de votre part feraient tout à fait l'affaire. Je pense qu'on ne sort pas indemne quand on a regardé ces 20 photographies. Voilà, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ah, nous avons 3 demoiselles qui voudraient intervenir. Moi, je pense que ça nous a permis d'être reconnus dans la population, parce que comme ça, on nous demande notre avis de ce qu'on pense de l'actualité, et je trouve ça vraiment bien comme principe. Alors, je réponds à votre question. Pardonnez-moi, non, pardon de vous couper la parole, mais pour répondre à votre question, c'est intéressant que vous disiez, vous nous donnez une voix, et elle est prépondérante, et vous l'avez affirmée dans le choix de votre vote. Donc, oui, c'est tout à fait en adéquation. Mademoiselle, pardon, je vous ai coupé la parole. Que la Terre, elle est pas faite d'un monde de bisounours. Enfin, il y a aussi la guerre et que c'est important. Alors, c'est très très bien ce que vous dites, parce que nous savons désormais que nous sommes extrêmement concentrés sur nos objets connectés et que nous sommes dans un univers où on se choisit, on a nos influenceurs et finalement on se reproduit dans un univers et on entend ce qu'on a envie, on capte ce qu'on a envie d'entendre et le reste
Il m'arrive parfois d'intervenir dans des collèges et des lycées, et il est intéressant de demander aux élèves comment et si toutefois ils consultent l'actualité. Très souvent, on nous répond que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, etc. Et nous avons un collège d'amis et des influenceurs, et nous sommes dans une bulle. Et ce que nous essayons de vous apporter, c'est de briser un petit peu ce mur et d'aller même au contact d'une actualité qui n'est pas forcément une actualité heureuse, mais de regarder un peu l'état du monde. Alors vous le faites par le prisme de l'état de la planète. Je pense qu'il faut le faire aussi à travers ce monde social, économique, toutes ces disparités, à travers les continents. Et c'est tellement important pour vos cours d'histoire et géographie, puisqu'il nous arrive très souvent d'arriver à parler d'histoire et géographie et de passionner les élèves par le photojournalisme, par la photographie, en posant une simple question, mettez-vous à la place du photographe et qu'a-t-il voulu dire dans l'image? Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et on commence à parler des conditions de vie, d'énergie, etc. Et tout vient naturellement. Donc disons que la photographie de presse est un excellent médicament pour ouvrir les portes. Mademoiselle. Ça nous montre vraiment l'actualité, ce qui se passe vraiment, et aussi tous les problèmes qu'il y a, comme la pollution, la guerre. Et en fait, c'est nous, élèves d'aujourd'hui, qui devons faire... on doit réagir pour plus tard et améliorer ce qui se passe. Et du coup, ça nous fait prendre conscience, car on voit réellement ce qui se passe. Formidable. Moi, j'aimerais bien interroger l'un des enseignants qui me fait face dans une magnifique chemise jaune. Oui, Monsieur Ducornas, Collège Sangor à If. Donc oui, pour nos élèves, oui, ils ont très bien résumé ce qu'on attend. Nous, notre entrée, c'était le travail de l'image, la lecture de l'image, comment l'image est construite, ce que veut faire passer le journaliste, quelle est son idée, son sentiment. Et c'est pour nous un moyen d'entrer dans l'actualité, mais vraiment très très intéressant, je trouve. La photo de presse, quelles que soient les époques, mais bon là c'est le monde actuel. Et donc oui, nous, ça fait 3 ans qu'on participe à ça, et notre objectif est parfaitement rempli, parce qu'on le réutilise tout le long de l'année en fait, puisqu'on fait la guerre 14-18, la Seconde Guerre, et c'est vraiment une entrée très 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 intéressante. Et là, je m'adresse aux élèves. Est-ce que ce travail que vous faites avec vos enseignants change votre regard, ou vous ouvre et vous rend un tant soit peu plus curieux dans votre mode de sélection et dans ce que vous consultez sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça influe en tout cas? Est-ce que ça vous donne envie d'aller au-delà de vos pratiques quotidiennes? Je m'adresse à vous, là. Je viens vous chercher dans votre grotte. Est-ce qu'une fois que le cours est terminé, une fois que l'évocation de l'actualité mondiale a été faite, dite, etc., vous repartez muré derrière votre écran? Là, je vous provoque un tout petit peu. On sait combien d'heures vous passez par jour sur les écrans. Ce qu'on sait moins, c'est ce que vous regardez, du moins individuellement. Je vous écoute. Oui, parce que par exemple sur les réseaux sociaux et tout ça, on nous montre des photos des voyages des personnes, donc on voit vraiment ce qui est beau. C'est entre guillemets un leurre, alors que quand on voit vos photos, ça nous montre vraiment ce qui se passe dans les autres continents, et ça nous en apprend plus sur la vérité et pas sur ce qu'on essaie de nous faire voir. Mais ne pensez-vous pas que l'un n'empêche pas l'autre? C'est-à-dire que nous socialisons, nous avons nos groupes, nos familles, nos amis, mais l'actualité est une chose qui nous fait grandir, ou du moins qui nous donne une connaissance du monde un peu plus élargie. D'abord parce que nous n'aurons pas, les uns les autres, peut-être la chance de visiter tous les pays, toutes les cultures. Et encore une fois, l'actualité, alors il ne s'agit pas d'avoir un tropisme pour l'actualité la plus tragique qui soit, puisqu'il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure, et le défaut des journalistes, malheureusement, c'est de ne pas suffisamment se soucier des trains qui arrivent à l'heure. Donc c'est
quand on ouvre un journal télévisé, etc., effectivement, on est plus en prise avec des préoccupations, mais il y a des sujets, et ça va grandissant en tout cas, des sujets de société qui sont pas plus légers, mais différents, et qui sont aussi des sujets extrêmement positifs. Jean-Léonce ? Oui, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous savez, les départements s'occupent notamment des collèges. Donc en fait, je vais assez souvent dans les collèges. Et à chaque fois que je vais dans les collèges, j'essaie de me remémorer, moi, ce que je vivais il y a très très longtemps, quand j'étais dans des collèges. Et je me dis que vous avez deux choses qui sont fondamentalement différentes par rapport à ce que j'ai vécu à l'époque. C'est cette ouverture à l'information absolument colossale. Colossale. C'est-à-dire que pratiquement, vous avez toutes les informations accessibles. Et donc ça change votre regard, évidemment, et ça change votre façon d'appréhender le monde. Et puis la deuxième chose, c'est que, et on s'aperçoit bien, au travers notamment des photos sélectionnées, c'est que vous intégrez quelque part le fait de cette globalité du monde qui est finie. Moi, à mon époque, si vous voulez partir sur un autre continent, faire un voyage sur un autre continent, c'était une aventure. Aujourd'hui, et notamment les missions spatiales nous ont bien montré que la Terre est un grain de poussière dans l'univers et que donc il est fini et qu'on en a tous conscience. Et je crois que vous vivez avec cette prise de conscience, et notamment au travers des photos que vous pouvez sélectionner. Donc c'est vraiment, me semble-t-il, une construction qui est intéressante. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que tout ça vous aide à développer votre esprit critique ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en capacité de relativiser un certain nombre d'informations qu'on vous donne ? Parce que vous voyez, Pierre parlait pour les journalistes, il disait il y a quand même des trains qui arrivent à l'heure. Alors moi, je suis plutôt du côté de ceux qui disent il faut qu'il y ait un maximum de trains qui arrivent à l'heure. Mais quand on a des trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Donc, est-ce que vous avez une capacité par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux images, par rapport aux infos que vous pouvez avoir à la télé, à la presse, est-ce que vous avez cette capacité à prendre ce recul et avoir un regard critique ? Moi, je trouve que avec les réseaux sociaux, par exemple, approchez le micro. Avec les réseaux sociaux, par exemple Instagram, on peut facilement avoir un esprit de critique. Par exemple, on peut avoir on peut par exemple regarder une vidéo qui peut être, par exemple, je sais pas, des phoques qui meurent au hasard. Hein. Et genre, on sait que c'est pas bien. On sait que c'est pas bien. Donc, et après, il y a d'autres vidéos, par exemple, qui peuvent être politiques ou de Greta Thunberg qui s'exprime. Et du coup, on peut développer notre esprit critique avec ça, non ? Alors, c'est très bien ce que vous dites. La chance que vous avez aujourd'hui, par rapport, je dirais, à il y a encore 2-3 décennies de cela, il fallait aller au contact de l'actualité. Aujourd'hui, dans votre chambre, le web et toutes les plateformes qui sont mises gratuitement, tous les contenus qui sont mis à votre disposition, vous permettent de développer cet esprit critique. Mais développer cet esprit critique, cela veut dire de consulter des points de vue différents pour se forger sa propre opinion. Parce que finalement, et c'est un peu le côté biaisé quand on est pris dans une sphère avec des influenceurs, des gens... Non, mais la parole, finalement, vient d'eux, alors qu'il nous appartient, nous, vous, futurs électeurs, pardonnez-moi, de vous forger votre propre opinion par rapport au fonctionnement d'une ville, par rapport au fonctionnement d'un État. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'en ayant au préalable, et c'est pour ça que voilà, nous recevons cette éducation et que nous avons des cours d'histoire et de géographie, c'est pour comprendre, devenir de futurs citoyens et comprendre un peu ce qui se passe dans notre propre État, dans les États voisins et dans le monde entier en général. Et de voir finalement ce vers quoi on tend et ce qui finalement va forger nos aspirations.
je vais prendre un petit exemple pour revenir, pour qu'on garde le fil des photographies. Est-ce qu'il est possible de montrer la photo du jeune Peul, qui est la photo, plouf, 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 la dernière, la numéro 20, qui est une image faite au Nigeria. Alors, au-delà de la tendresse que peut inspirer cette photographie, voilà, pour parler si vous voulez, la mission de l'agence France Presse au départ est une information rapide, certifiée. Ce sont des photographies lors des Jeux Olympiques qui sont entre le moment où on déclenche et le moment où l'image est distribuée chez tous les clients du monde entier. Il ne s'écoule aujourd'hui que 45 secondes. Bien, donc ça, on parle quasiment d'actualité en temps réel. Nous avons un département vidéo mondial aujourd'hui qui est aussi extrêmement présent sur des lives, c'est-à-dire des retransmissions en direct de l'actualité. Mais parallèlement à cela, nous avons et nous allons lancer des sujets au long cours, et nous avons commencé avec ce sujet sur le peuple Peul. Et ce peuple Peul, c'est un sujet de fond qui a associé deux équipes. La dernière équipe est en train de consolider le travail qui a été réalisé, mais il y avait sur le terrain un reporter photographe, un vidéaste et un rédacteur texte. Et ces gens-là sont allés au contact de ce peuple nomade. Ils sont 35 millions. Les chiffres sont très impressionnants puisqu'ils évoluent sur une quinzaine de pays en Afrique. Ils ont 10 millions de têtes de bétail et rencontrent aujourd'hui, et eux synthétisent tous les cas de conflits à travers les pays qu'ils traversent, les orientations, les problèmes climatiques avec la sécheresse, etc., le besoin croissant de nourriture, etc. Eh bien, voilà, ça, c'est la synthèse d'un reportage où on travaille sur le temps long et où on va venir vers vous, chez vous, et vous montrer comment ce peuple, à travers tous ces pays et toutes ces routes de transhumance, vivent et ce à quoi ils sont confrontés. Comme le sont nos agriculteurs confrontés à la sécheresse, au lourd endettement qui est le leur, à la merci parfois des quotas et des cours qui fluctuent. Ça, c'est notre quotidien, c'est notre vie, c'est notre planète, c'est notre alimentation. Donc là, on revient, si vous voulez, c'est pour ça que je prends en exemple ce sujet sur le peuple Peul, c'est qu'il fait la synthèse de toutes ces questions économiques, démographiques, culturelles aussi, puisque c'est une langue qui unit ces 35 millions de personnes. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'une agence mondiale d'information, dont le rôle est d'être en amont des médias et de fournir l'actualité avec exigence, dans l'urgence et avec précision, mais se donne aussi le temps de travailler plus longuement pour documenter, puisque tout bouge, et tout bouge très vite, et la mémoire que nous en conserverons sera une mémoire historique. Ce que dit Pierre est pour moi très très important, parce qu'il me semble que l'un des problèmes auxquels vous êtes confrontés, c'est ce que je vais appeler la dictature de l'immédiateté, de l'instantanéité. Et effectivement, avoir cette capacité sur un certain nombre de démarches à mettre en perspective, et comme le disait Pierre dans sa conclusion, à retenir les éléments essentiels au travers, donc au-delà de l'instant. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'extraordinairement important. Parce que vous subissez là, du coup, des contraintes qui sont extrêmement fortes.
Alors, c'est intéressant aussi de le voir à travers l'actualité des Gilets jaunes. On peut ne s'arrêter finalement qu'au mouvement de violence, mais ça n'est pas du tout la nature de ce mouvement au départ, et ça ne l'a pas été pour bon nombre de gens. Et donc le travail, je reste toujours sur nos reporters photographes, hein, ils sont près d'une quarantaine en France, chacun d'entre eux, à son niveau, et localement, a été au contact de gens qui à un rond-point, un autre, dans une région particulière, etc. Et pourquoi ai-je choisi cette image? Parce que ça n'est pas du tout une image de violence, mais c'est une image de gens comme vous et moi qui manifestent leur mécontentement. Et ça veut dire que nous devons être pluriels, c'est-à-dire que oui, nous sommes à Paris, quand les Black Blocs ou des gens un peu extrémistes affrontent les forces de l'ordre. Donc on est là au milieu entre ces deux entités qui nous renvoient énormément de violence, mais il y a d'autres scènes qui se passent ailleurs et qui ne sont pas du tout du même acabit. Et c'est très important. Alors, en même temps, si vous voulez, nous sommes en amont. Donc nous n'avons pas la maîtrise de ce que les rédactions vont choisir de retenir comme image. Mais pour autant, pour nous, il est très important de montrer toutes les facettes d'un mouvement. Si je reviens, puisqu'on est au prix des correspondants de guerre, et pour revenir un petit peu loin pour bon nombre d'entre vous, lors de l'invasion de l'Irak, nous avions 3 types de journalistes. Des journalistes qui étaient côté irakien, des journalistes qui étaient embarqués avec les unités américaines, et nous avions un troisième groupe de journalistes qui était composé d'un journaliste texte et photo, et qui était autonome, qui avait un générateur, enfin un groupe enfin qui était autosuffisant et qui se déplaçait en toute indépendance sur le terrain. Et il est très important, quand nous le pouvons, hein, quand la chose est possible, de donner le point de vue des partis, et là est notre rôle. Oui. Bonjour, Monsieur Lambert, donc collège d'Edoui. Alors je voulais rebondir en fait par rapport à cette photo, parce que les élèves de 3e en fait ont eu, ceux avec qui on a travaillé, ça a été assez compliqué en fait pour eux d'interpréter cette photo, et notamment la question du point de vue, parce que quand on leur a demandé pourquoi la femme justement ouvrait son gilet, pour beaucoup ça n'avait pas de sens en fait du tout. Et justement cette question du point de vue, le photographe, je sais pas, on suppose qu'il est du côté de la police en fait sur cette photographie là. Enfin, du côté, en tout cas, avec les policiers, puisque la femme ouvre son gilet. Et justement, cette question du point de vue et de la compréhension de la photo, c'est un vrai travail avec les élèves, parce que comme ça n'a pas de sens forcément, en fait, pour eux. Et justement, c'est l'éducation aux médias. Et ça m'a fait penser justement à ça, ce que vous évoquez avec cette photo. Autre chose aussi, c'est la question de la légende aussi, qu'on a beaucoup travaillé avec les élèves. L'esprit critique pour nos élèves qui ont entre 14-15 ans est passé beaucoup par la question de la légende, c'est-à-dire comment comprendre une image sans légende, avec légende. Et cette photo, pour moi, alors au-delà du contexte et de l'image, c'est vraiment le point de vue. C'est-à-dire d'où on prend la photo, c'est-à-dire de quel côté. Alors, écoutez, merci beaucoup pour cette question. Ce qui nous permet de rappeler que la photographie est une interprétation de la réalité. Pourquoi est-ce une interprétation de la réalité? C'est que tout comme vous pouvez avoir des élèves dans un cours d'art plastique à qui on va demander de photographier un pot de fleurs, un bouquet de fleurs, vous aurez à la sortie autant de bouquets différents. Et la photographie, c'est la même chose. Pourquoi est-ce la même chose? Le photographe va choisir, comme vous le disiez, un point de vue, une optique,
une vitesse, une densité plus ou moins élevée ou basse qui peut éventuellement ajouter à la dramatisation du cliché. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et étant intervenu justement au plus gros de la crise des Gilets jaunes dans des collèges pour partager cette actualité avec eux, parce que je leur posais énormément de questions sur l'actualité, ça ne semblait absolument pas les traverser, mais l'actualité des Gilets jaunes était rentrée dans chaque foyer. Elle faisait la une de tous les journaux, et donc c'était une actualité extrêmement présente pour eux. Et donc on a beaucoup travaillé autour de ça, et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure qu'on ne peut pas appréhender en tout cas ce mouvement à travers le point de vue d'un homme, d'une image, parce que là on voit une photographie, mais peut-être que si on regarde l'entièreté du reportage, le photographe qui a pour mission de rendre compte de l'événement sera tour à tour aux côtés des manifestants, sera peut-être sur une position latérale, peut-être aura-t-il choisi, puisque c'est une autoroute qui est bloquée, peut-être est-il monté sur un pont pour montrer en tout cas l'étendue, le nombre de gens qui se mobilisaient, autant que les forces de l'ordre qui leur faisaient face. Voilà, donc c'est l'image est une interprétation. C'était d'ailleurs très joliment dit hier soir lors de la projection du film sur Paul... pardonne-moi. Paul Marchand. Et le réalisateur nous expliquait qu'il avait souhaité, comme le font les correspondants de guerre, sans ajouter au grand angle, mais sans dramatisation, c'est-à-dire montrer ce que c'est, et il a souhaité, avec la caméra, le montrer de la même façon. C'est vrai que tout d'un coup, si vous souhaitez être en contre-plongée, il est simple de dévier, en tout cas, ou d'en rajouter là où cela n'est absolument pas nécessaire et où la dignité s'impose. Bonjour aux nouveaux arrivants. Alors, vous venez d'arriver, donc c'est vous qu'on a envie d'entendre. Malheureusement, vous en avez raté un petit morceau, mais pas tout, parce que mais peut-être que les enseignants qui vous accompagnent pourraient nous parler, en tout cas, de ce que ces 20 images ont eu. Connaissez-vous le résultat? Non? Alors, peut-être pourrions-nous repasser l'image qui a eu le plus grand nombre de suffrages. Donc, il s'agit d'une image d'ours polaires affamés loin de leur habitat naturel. Voilà, c'est une image qui a été prise par Alexander Greer. Et cette image, comme le rappelait Jean Léonce, a eu quasiment la moitié des suffrages exprimés. Et la deuxième photographie, si on peut la montrer, et comme par hasard, une manifestation de jeunes gens à Rome avec le portrait de Greta Thunberg. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce... Est-ce que, pour certains d'entre vous, avez-vous voté pour l'une ou l'autre, ou l'image... Levez le doigt pour ceux qui ont voté pour cette image. Waouh! Ah. Alors ça équilibre mieux sur l'ensemble. D'accord. Bon, donc parce que tout à l'heure, on avait une surreprésentation. Pierre. D'accord. Donc là, on doit être dans les bons chiffres. On a un échantillon représentatif. D'accord. Et c'était vraiment extrêmement diversifié. Vous avez voté pour quel type d'image, si ça n'est pas indiscret? La première, c'était les ours polaires? Oui, mais personne n'a levé le doigt, ou quasiment personne. Ah, non, mais la première, pardonnez-moi. Ah, bon. Ah oui, oui. D'accord, ah ben alors non, ben alors on est surreprésenté. Donc elle faisait partie, d'accord.
Donc, voilà, elle est le reflet, là encore, de... D'accord. Non, il était important de souligner que la deuxième image était en quelque sorte raccord par rapport à l'avenir de la planète et toutes les questions ayant trait au réchauffement climatique. Voilà. Puis-je... Vous vouliez intervenir, je crois. On peut passer le micro ? Merci. Voilà. Et la deuxième qui a obtenu le plus de suffrages, c'est celle des Gilets jaunes. D'accord. Et la troisième, Notre-Dame de Paris. D'accord. Alors c'est Notre-Dame de Paris qui brûle. Qui a la troisième place. Voilà. Et après, c'était vraiment très éparse. Quelques voix, oui, très partagé. Ouais. Voulez-vous nous en dire un peu plus sur le travail que vous faites avec vos élèves sur ces... Bien, on est parti sur la sélection des 20 photos. Chacun, ils ont travaillé sur la légende, sur essayer de retrouver la bonne légende avec la photo. On a travaillé sur un planisphère pour qu'ils puissent situer les différentes photos à travers le monde. Et puis ensuite, on a été plusieurs enseignants à intervenir, mais dans différentes matières, en français, en art plastique, en anglais, en espagnol aussi. Donc chacun a travaillé sur des photos différentes. Et on a fait un travail sur le journalisme, l'AFP, grand reporter. Voilà. Donc on a essayé de chercher, de diversifier un peu les pistes, les entrées. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que vos élèves ont... Profitez-en. Voilà, nous sommes là ensemble, malheureusement pour trop peu de temps. Et si vous voulez satisfaire votre curiosité ou en apprendre davantage, à la fois sur le métier, je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas une question. Alors, vous n'osiez pas la poser, ça c'était une chose, mais... Ah, vous vous êtes gratté, donc vous aviez une question. Non. Bon, donc vous ne voulez rien nous dire, parce que les élèves qui sont là au premier rang, on ne peut plus les arrêter. Eh bien voilà, c'est parti. J'avais une question pour les études de journalisme. Comment ça se passe pour quelles études faut suivre qu'est-ce qu'il faut faire pour... Écoutez, on a coutume de dire que votre socle est une excellente culture générale et qu'il y a des écoles de journalisme et que certains des élèves passent par des formations de type Sciences Po. Mais voilà, force est de constater que solide culture générale, des langues étrangères à la clé. C'est vrai que à l'agence France Presse en particulier, on est très très attentif aux langues qui sont parlées par les jeunes élèves et jeunes journalistes qui intègrent l'agence. Nous avons dans l'entreprise 80 nationalités différentes. Nous sommes présents dans 201 bureaux, Corée du Nord compris, et dans 151 pays. Et donc nos journalistes, dans leur carrière, ont à bouger. Il y a une mobilité qui s'organise avec les ressources humaines. Et donc nos journalistes vont de poste en poste. Donc vous pouvez être aujourd'hui à Paris, demain vous pouvez être au bureau de Rennes, et puis le surlendemain vous pouvez partir à Washington. Voilà. Et voilà, donc la mobilité est aussi un gage de garder beaucoup de fraîcheur, puisque quand on arrive, quand on est nouvellement nommé quelque part, c'est vrai que voilà, on a tout à apprendre et notre curiosité est exacerbée. C'est quoi le déclic qui vous avait fait, vous avez eu l'envie d'être journaliste? Pardon, redites-moi ça. Ah, c'est pas journaliste. Le déclic qui a fait que tu... Ah, le déclic. Oui. Alors écoutez, le déclic, j'ai été très gâté parce que j'avais un père qui était photographe et caméraman.
Et la chose a commencé à me titiller quand mon père est parti, dans la fin des années 60, faire un documentaire sur les origines du jazz. Et donc, il est passé par l'Afrique, le Brésil, et a fini son reportage à la Nouvelle-Orléans. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique, d'embrasser des cultures, de faire un travail aussi merveilleux. Bon, le reproche que je pouvais lui faire, c'était qu'il n'était pas beaucoup présent. Mais voilà qui m'a, en tout cas, mis le pied à l'étrier pour la partie visuelle autant que pour ce désir de découverte. Voilà. Est-ce que vous sentez que vos photos, elles ont vraiment un impact sur la politique et sur les gens ? Alors c'est la question que tous les journalistes se posent en se disant « je témoigne de choses importantes, parfois d'une extrême gravité. Vais-je faire changer le monde et les politiques ?» Certains se découragent, mais d'autres y croient énormément. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons une cellule de vérification qui s'appelle, vous pouvez aller sur les réseaux, vous faites factuel.afp.com, et nous avons des journalistes de plus en plus présents aux quatre coins du monde qui travaillent pour débusquer toutes les images ou toutes les informations manipulées. C'est-à-dire qu'au-delà de se dire est-ce qu'une information certifiée va faire bouger les lignes, aujourd'hui nous avons une nouvelle préoccupation, ou je dirais une exigence, ce qui est une révolution pour nous, puisque nous n'intervenions jusque-là que sur les informations que nous diffusions. Donc nous pouvions revenir dessus s'il s'agissait de les modifier ou voire de les supprimer parce qu'elles étaient à un stade ou un autre erroné, ce qui arrive extrêmement rarement. Mais là, aujourd'hui, on se porte sur des informations que des tiers publient. Et la photographie véhicule énormément de choses erronées. On vous fait croire sur une vidéo, sur une photographie, que l'action se passe ici ou là. Et puis, tout le travail de nos bureaux, en allant confronter cette image par une recherche inversée, on se rend compte que c'est une image qui date de 4 ans, pris dans un autre pays, à une autre occasion, etc. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Faites très attention parce que vous portez une très lourde responsabilité sur toute information que vous repostez. C'est-à-dire que même si vous le recevez d'une source dite fiable, vérifiez et développez, et je pense avec vos professeurs, et c'est ce qu'ils essaient de faire, développer votre sens critique, croiser ces informations, aller faire des recherches préalables. La ficelle est parfois très grosse. Malheureusement, je n'ai pas cette image avec moi, mais il y a une image qui a fait un tabac sur la toile d'un éléphant qui porte un lionceau et qui traverse une route avec une lionne. Les parfaits bisounours. Eh bien, évidemment, c'est une image qui a été trafiquée. Alors ça, bon, c'est plutôt drôle, mais c'est vrai aussi pour des choses extrêmement graves quand des partis, des extrêmes s'emparent d'images pour fustiger une communauté et en utilisant des images qui ne correspondent qui n'ont aucun fondement et qui sont totalement étrangères à l'actualité qu'ils souhaitent évoquer. Mais sur la force des images, donc pour avoir un petit peu plus de recul, oui, il y a des images qui vous marquent, j'allais dire presque pour la vie. Alors c'est très très loin de vous, mais moi j'ai l'image par exemple d'une
petite Vietnamienne brûlée au napalm qui a fait le tour du monde et qui, à mon avis, a eu un impact sur les opinions, notamment occidentales, par rapport au conflit de l'époque. Mais je pense aussi la chute du mur de Berlin, les images où on casse le mur est quelque chose de très très fort. Je pense à cet homme qui s'est opposé sur la place Tiananmen à Pékin au char. On voit qu'il y a des images qui sont des images extraordinairement marquantes et qui effectivement vous influencent. Par contre, que le journaliste en amont se dise que cette image-là va être marquante ou pas, ça c'est probablement quelque chose de difficile. Et puis alors sur les fake news, parce que je pense que c'est vraiment le sujet du moment, et ça c'est vraiment quelque chose qui vous concerne, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, d'esprit critique, hein, c'est-à-dire d'ouverture d'esprit. Esprit critique, c'est avoir la capacité de critiquer, la critique pouvant être positive ou négative hein, d'ailleurs. Hein. Mais l'esprit critique, le recul par rapport à une information qu'on vous donne, c'est quelque chose de phénoménal, parce que ça peut déclencher des contre-vérités absolues. Alors, là, moi je quitte, je ne suis pas journaliste, hein, je suis élu, mais je peux vous dire que nous vivons en tant qu'élus une ère nouvelle, qui est l'ère, si vous voulez, de la fausse nouvelle répandue, démultipliée, de la rumeur. On avait connu ça il y a très très longtemps dans des micro-territoires. Ça avait un peu disparu et les réseaux sociaux font que ça revient. Et la vraie difficulté, c'est de savoir comment on a capacité à réagir. Et alors vous imaginez pour les journalistes professionnels qui veulent faire un travail de vérité, la difficulté également qui est la leur. Donc on est en parallélisme effectivement de difficultés. Des questions. Là, on vient d'évoquer quelque chose qui doit et qui vous touche directement sur la responsabilité qui est la vôtre. Parce que finalement, vous avez jusque-là le sentiment que vous avez vu quelque chose de drôle ou d'intéressant que vous avez envie de repousser. Donc, vous êtes quelque part comptable de quelque chose qui peut s'égrener et prendre de l'ampleur et qui est malheureusement une fausse information. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous en prenez réellement conscience? Là, je me tourne vers les enseignants, parce que j'imagine que ce sont des conversations et des sujets que vous devez avoir avec les élèves. Qui veut répondre? Parmi les enseignants, je précise. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, je suis professeur documentaliste. Et du coup, avec les élèves, on essaie de travailler justement sur les fausses informations. L'année dernière, on avait travaillé sur les fake news. Enfin, pour essayer de faire réfléchir aux élèves, comment ils peuvent se rendre compte quels sont les indices d'une fausse information ou pas. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué pour nous déjà également, pour les adultes. Et ça, je trouve que c'est important qu'ils se rendent compte. Voilà. Mais on a quand même essayé de leur faire réfléchir en fait, au fait qu'il faille vraiment, ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, rechercher en amont. Alors, il y a plusieurs choses, mais il y en a une simple, et on reste dans le cadre de la photographie, c'est que vous pouvez faire une recherche inversée. C'est-à-dire que vous allez dans Google Images et vous allez télécharger cette image, et donc la recherche va s'opérer, et tout élément similaire ou identique vont ressurgir, et attachés à des dates, à bien heureusement des légendes, des contextes, ce qui vous permet très très vite. Mais au-delà de ça, même au-delà des moyens, c'est ce sens critique. C'est-à-dire de ne pas se poser la question 30 secondes en regardant un éléphant qui aide un lionçon à traverser la route, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Des fois, qui prennent une écharpe. Non, mais on ne sait jamais. Enfin, c'est vraiment très prévenant de sa part. Donc voilà, et les gens ne se posent absolument pas la question. Il est là, le sens critique. Il est sur le fait de regarder
quelque chose qui paraît, et pourquoi pas délicieux, mais qui dépasse un peu l'entendement. Et voilà, c'est ce sens critique, on doit l'exercer en tout, et pas simplement... je crois qu'on doit être vigilant, voilà, tout simplement. Mais pour être vigilant, me direz-vous, et pour développer ce sens critique, eh bien, ça suppose qu'on se tient un tant soit peu informé. C'est-à-dire qu'on va recevoir, et c'est toute la question de nos influenceurs, de recevoir des choses et d'être dans une niche, dans une bulle, et finalement de recevoir sans finalement confronter cette information. Le mouvement, j'étais dans une classe il y a quelques mois où je demandais aux élèves ce qu'ils avaient coutume de regarder ou quelles étaient les plateformes sur lesquelles ils allaient, etc. Et quand j'ai posé la question de savoir si ces jeunes gens entre 15 et 16 ans avaient eu vent du mouvement MeToo, je n'ai eu aucune réponse. Eh bien, on a expliqué ce que c'était et on a dit, mais voilà, ça nous concerne tous, c'est un mouvement mondial, et c'est vrai que si on reste finalement dans notre zone de confort, et si on ne va pas nous-mêmes, je dirais, si on n'est pas proactif, si on ne va pas chercher cette information, on n'en aura bien entendu pas connaissance. C'est toute la question. Non ? Absolument. Et madame, vous faites un métier formidable, parce que ce travail de documentaliste est extrêmement précieux, parce que vous êtes, voilà, vous êtes cette mémoire et vous êtes ce contact, en tout cas au-delà des matières, hein, ce qui est absolument pas une hiérarchisation, mais c'est vrai que, voilà, moi j'ai des souvenirs de documentation, de documentalistes, de gens qui m'ont beaucoup aidé, en tout cas, à comprendre la profondeur hystérique des sujets sur lesquels nous travaillons. Alors, rebonjour. Je reviens sur la photo de Greta Thunberg. Donc, les photos sont affichées dans la classe. Et donc, il y a un petit sixième qui vient me voir et me dit, monsieur... Ouais, on va voir si elle s'affiche. Voilà. Monsieur, en fait, c'est une reptilienne. C'est toutes les fake news qu'on peut avoir sur Internet. C'est-à-dire que je lui dis oui, alors je l'écoute, etc. Et puis au fur et à mesure, en fait, il se dégonfle, vu les absurdités qui pouvaient me sortir. Donc c'est une théorie, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, la théorie des reptiliens, enfin, c'est quelque chose qui tourne sur Internet, c'est complètement absurde. Mais bref, donc, ce qui est compliqué en fait avec ces idées qui circulent, alors c'est pas seulement de la photo, mais bon, ça permet de rebondir, c'est que il y a beaucoup de vidéos qui sont faites de désintox, enfin qui existent sur Internet, et que souvent, dans leur esprit, ceux qui y croient en fait finalement à ces idées absurdes, le fait de prouver que c'est complètement faux, ça va les conforter aussi dans leur absurdité. Alors après, le moyen, enfin, qui me semble évident avec les élèves, c'est de produire en fait de l'information avec eux, c'est-à-dire faire des photos par exemple, la légender, etc. C'est le seul moyen finalement, parce qu'après rebondir sur leurs absurdités, c'est compliqué parce qu'en fait, dans leur tête, dans leur raisonnement, si on en vient à contredire ce qu'ils pensent, ils vont repartir dans des trucs absurdes. Ce qui fait que, enfin, moi personnellement, le seul moyen, oui, c'est produire de l'information, fabriquer, faire de la photo, écrire des articles. Enfin, disons qu'il y a des méthodes en fait. Non, mais vous avez 100 fois. Pardon, vous avez fini ? Non, vous avez 100 fois raison, parce que on s'est prêté à l'exercice. L'enseignant, avant de me recevoir, avait demandé aux élèves d'écrire un article. Donc, je ne sais pas, 6 à 8 élèves ont lu. Donc, c'était prise de parole en public. Enfin, ça mélangeait beaucoup de genres. C'était plutôt intéressant. Et on a demandé aux élèves, une fois que l'article était lu,
de nous dire si cela constituait une information. Et ça nous a permis de parler des journalistes ou des animateurs, ça nous a permis de parler d'autopromotion, de choses qui ressemblaient plus à un communiqué de presse, de voir qu'il n'y avait pas de matière, qu'il n'y avait pas de référence, qu'il n'y avait pas de contenu à proprement parler. Ça, c'était très intéressant parce que ça leur a permis de discerner ce qu'était une info, une vraie, quoi. Enfin, quel que soit son degré d'importance, mais ce qui était une petite ou une grande info. Et donc, vous avez raison, c'est vrai que dès lors où on doit participer, faire des images, les légender, eh bien, on est dans une autre posture et on se responsabilise. Et soi-même, finalement, on crée cette discipline. Et peut-être, voilà, cette première étape du sens critique dont nous avons tous besoin. Et d'ailleurs, j'imagine que Jean Léonce, moi-même, n'importe qui, on essaie de rester vigilant. Ça veut pas dire qu'on ne va pas être piégé à un moment ou à un autre. Enfin, les choses sont de plus en plus subtiles. Les manipulations électroniques sont arrivées à un niveau de sophistication qui est absolument incroyable. Et surtout, on est capable, en fonction de tous vos trajets sur Internet, d'avoir une connaissance approfondie de votre profil et de savoir ce sur quoi vous allez réagir, notamment émotionnellement. Donc la construction de la fausse nouvelle peut être extraordinairement fine. Wow. Bonjour. Vous pensez quoi des gens qui se disent journalistes et qui redistribuent l'information sans vraiment savoir si elle est juste ou non? Ben, c'est votre cas. Merci. Non, c'est notre cas à tous. Finalement, on reçoit une somme d'informations qui est incroyable en provenance de sites d'information à travers Facebook, Instagram ou d'autres plateformes. Je corrigerai votre... j'emploierai plus volontiers le terme partage. Je ne pense pas que les gens je pense pas que les gens veuillent se substituer. Enfin, dans le cas qu'on décrit là, on reçoit une information, on peut être stupéfait, on peut être intéressé et on a envie de le partager. Donc reprenez la parole, précisez-moi ce que vous voulez dire. Bah, je voulais juste savoir ce que vous pensiez des gens qui partageaient des informations sans vraiment savoir si elles étaient vraies ou fausses. Et du coup, bah, c'est comme ça que se diffusent des fausses informations, telles que le lion et l'éléphant. Mais est-ce que vous avez été confronté à ça vous-même? Oui. D'accord. Et est-ce que ça vous a rendu plus vigilant, plus... Pas tellement. Pas tellement, d'accord. Parce que vous pensez que c'est sans conséquence, peut-être? Bah, oui et non. D'accord. Alors ça, c'est une réponse de Normand, tu comprends, oui et non. Hein? Il faut que tu te fasses à la couleur locale, Pierre, tu comprends? Bon, je vais m'acclimater. Non, mais je comprends. Effectivement, en partageant, on a l'impression que c'est indolore. Si ce n'est qu'on peut participer à une diffusion massive d'une fausse information. Voilà. Est-ce que je peux prolonger la question? Bien sûr. Qui est en fait pour moi toute la problématique posée par les chaînes continues d'information, qui en fait n'ont absolument pas le temps de vérifier les données et participent même quelquefois à la créer ou à faire évoluer cette information juste pour avoir des taux d'audience et fidéliser un public. Et voire même, Pierre, alors je vais être provocateur, peuvent avoir un comportement dangereux. C'est-à-dire, par exemple, sur une prise d'otage, ils vont renseigner le preneur d'otage, s'il est connecté, de l'ensemble des moyens qui se déploient autour. Alors, je laisserai de côté la dernière partie enfin, le dernier exemple, mais le premier,
je modérerais en disant la surexposition. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, et l'actualité des Gilets jaunes l'a prouvé, des médias ont souhaité rester en boucle sur cette actualité et de fait surexposer cet événement. Voilà. Et alors d'aucuns ont pu dire, mais voilà, ça ne concerne qu'une frange de la population, il se passe bien d'autres choses, etc. Donc c'est parfois moins de discernement et une actualité vraiment anglais, très longtemps, je dirais, sur un même événement, mais événement qui, bien légitimement, se répétait chaque samedi. Donc il y avait vraiment une récurrence, mais pour autant, parfois une surexposition de cette actualité. Ça, c'est là, vous savez, dans un... on fait souvent le reproche aux médias ou nous, en tant qu'agence mondiale, en disant « mais vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de ça ». Or, nous savons que l'actualité se découpe par continent, par région, et donc il y a l'actualité locale, l'actualité nationale et l'actualité internationale. Et l'actualité internationale tient très peu de place, enfin, en excluant un quotidien comme Le Monde, qui revient effectivement sur bon nombre d'événements dans l'actualité internationale, mais et c'est partout. Et c'est partout la même chose, c'est-à-dire que les gens vont vers leur lectorat et voilà. Enfin, ça n'est pas égocentré, mais effectivement, ça parle du métro, du national, par le régional et ensuite un petit peu d'international. Donc c'est vrai que parfois on peut regretter de ne pas en savoir plus sur telle ou telle actualité sur les continents. Voilà, mais tout simplement parce que il y a un phénomène de lectorat et de centre d'intérêt qui commence au plus près de chez nous et qui ne représente que 10 à 15% pour l'international, parfois pas plus, quoi. On ne va pas se quitter comme ça. C'est trop triste. Oui, oui, mademoiselle. Ah. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir combien de temps les journalistes ont pour prendre la photo, parce que du coup, ils ne sont pas tous français. Normalement, l'AFP, ça prend tous les journalistes photographes du monde. Mais du coup, ils partent d'un point et ils sont répartis dans différents continents pour prendre les photos. Comment ça se passe ? Alors, si vous voulez, le réseau de l'agence est constitué de la façon suivante. Nous avons des centres régionaux. Alors, si on prend par exemple le cas de Hong Kong est le centre régional pour l'Asie-Pacifique. Le bureau de Washington pour l'Amérique du Nord, le bureau de Montevideo pour l'Amérique latine, Nicosie pour le monde arabe et le Maghreb. L'Afrique étant animée pour partie à Paris et à partir de l'Afrique du Sud. Donc, et ensuite, vous avez des bureaux. Donc, c'est vrai qu'on nous pose souvent cette question en disant, mais comment faites-vous quand une actualité se passe ? Eh bien, nous avons un réseau constitué. Dans certains cas, nous pouvons avoir de façon exceptionnelle des collaborations très occasionnelles ou avec des médias dans des régions où rien ne supposerait que nous installions un bureau ou une équipe de journalistes ou un photographe en particulier. Donc, si on prend le cas de Notre-Dame, vous me direz, l'actualité est parisienne, mais je crois que parmi les premières images, c'était
le responsable adjoint du service des sports qui rentrait chez lui et qui a très naturellement fait des photos et les a tout de suite envoyées à l'agence. Donc quand il se passe ce genre de choses, tous nos journalistes sont mobilisés. Voilà. Mais pour une actualité, je sais pas, vous avez je sais pas, un tremblement de terre quelque part, vous regardez la carte, vous regardez là où sont, vous êtes avec les premières interventions des organisations militaires, humanitaires, etc. Donc oui, on essaie en tout cas à travers tous les bureaux, toutes les représentations que nous avons, de couvrir le maximum d'événements, sans parler des événements attendus qui sont les grands sommets politiques ou les grandes compétitions sportives qui font que nous pouvons déployer jusqu'à 150, 180 journalistes pour un événement comme des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde de football, voilà. Et en termes de volume, nous produisons environ 3000 images par jour. Voilà. Et pour vous donner un petit repère, quand nous avons créé le service mondial photo, en 1985, nous rêvions d'en diffuser 25 par jour, les meilleurs. Nous en sommes bien loin, elles ne sont plus en noir et blanc, elles sont en couleur, et nous mettions 7 minutes et demie pour transmettre une photo, ayant préalablement développé le film et tiré la photo. Donc, nous sommes passés du chameau à l'avion. Alors moi, j'ai une question. Ouais. Allez-y, allez-y. Moi ? Ouais, ils vous écoutent tous. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le journalisme a plutôt évolué ou c'est, comment dire, il a la capacité de transmettre les informations est plus compliquée à cause des fake news, ou que justement avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on peut publier plus d'informations par rapport à il y a 40 ans. Effectivement, non, mais... Réponse en 3 parties. non, mais en fait, on a cru que de passer dans l'ère numérique pourrait faciliter des choses, mais elle permet aussi à tout à chacun de jouer avec les outils et de propager des informations. Ce qui est, enfin, la réponse est que si nous sommes obligés aujourd'hui de développer un groupe de journalistes qui veille essentiellement à débusquer les fausses informations, c'est que c'est un phénomène qui se répand et que c'est une réponse, c'est-à-dire qu'ils font non seulement couvrir l'actualité, mais il faut aussi regarder tout ce qui nous entoure pour faire en sorte que les fausses informations, et ça, on le fait aussi avec notre savoir-faire, puisque on a un réseau qu'on peut interroger à tout moment, qui va collaborer et qui va s'associer à la recherche et revenir à la source de tel ou tel document, telle ou telle information, pour en expliquer l'itinéraire et démonter, en tout cas, cette supercherie s'il s'avère. Alors, l'information peut, in fine, s'avérer vraie, mais voilà, donc oui, c'est effectivement les outils numériques sont plus légers. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus de choses, mais beaucoup plus de choses, ça veut dire qu'on peut aussi propager beaucoup plus de fausses informations. Enfin, vous voyez, la réponse est double. Bonjour. Alors, qui choisit vos sujets ? Pardon ? Qui choisit les sujets que vous... Qui choisit les sujets ? Je dirais que l'actualité s'impose à nous, en dehors des sujets de fond que nous souhaitons développer.
L'actualité s'impose à nous, l'actualité politique, économique, sociale s'impose à nous. Sportive, elle s'impose aussi à nous. Mais dans le même temps, nous prenions le cas de ce sujet au long cours sur le peuple peul, nous déciderons, et nous avons récemment demandé à nos journalistes de faire remonter, dans le cadre de ce développement de sujets de fond, de demander à nos bureaux, à nos journalistes de partager des idées avec la rédaction en chef. Oui. Donc je me demandais par rapport aux journalistes qui vont dans des pays en guerre, qui sont sur les lieux précis où se passe l'action, où ils voient les gens souffrir ou se battre, je me demandais quel regard extérieur ils avaient sur ces événements avant de poster la photo. Alors, précisez un peu votre pensée. Il y a des journalistes qui vont dans des lieux extrêmement dangereux où ils peuvent presque laisser leur vie ou se blesser. Ils voient des gens souffrir, ils voient l'action se faire en quelques secondes. Et je me demandais qu'est-ce qu'ils en pensaient avant de poster la photo. Alors, en fait, si vous voulez, nous avons développé notre réseau. Et historiquement, les agences photographiques, il existait en dehors des 3 agences mondiales de l'information que sont l'américain Associated Press, Reuters, qui est aujourd'hui anciennement britannique mais canadienne désormais à travers Thomson. Il y avait des agences magazines, Sigma, SIPA, Gamma, voilà. Et eux n'avaient pas l'obligation, comme nous, de transmettre immédiatement l'information. Ils allaient faire un reportage et ils rentraient, ils trouvaient un commandant de bord, une hôtesse compatissante qui prenait les films, et il y avait tout un circuit, et on les appelait agences magazines, puisque eux avaient le marché des magazines, des reproductions couleurs, etc. Et donc, il s'écoulait du temps, et au départ de Paris ou de New York, on pouvait encore dire il y a un conflit quelque part, on va y aller. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout, puisque quand on dit que l'agence a 80 nationalités différentes, nos reporters photographes travaillent dans la région ou travaillent dans le pays. Ce qui se passe à Gaza, ce sont nos photographes palestiniens et parfois d'autres photographes qui entrent et sortent. C'est vrai pour l'Afghanistan, c'est vrai pour beaucoup de pays qui sont confrontés à cette violence. Donc les gens vivent, ont à la fois leur vie privée et leur activité professionnelle, et ils font preuve d'énormément de discernement, en tout cas, pour couvrir cette information. Puisque la règle qui est la nôtre, puisque nous distribuons cette information à toutes les tendances. Donc, on s'efforce d'être le plus neutre possible. Donc, il serait extrêmement difficile pour un journaliste de faire transpirer sa sensibilité dans ce qu'il doit. C'est une écriture extrêmement la plus neutre qui soit, factuelle, et qui explique ce qui se déroule. Et ensuite, vous retrouvez plus volontiers dans une publication qui pourrait être de sensibilité de gauche ou de droite, une couleur qui va être ajoutée. Mais voilà, et ce qu'on attend de l'agence France-Presse, on attend les faits, on attend de savoir ce qui s'est passé. Et dans bien des cas, des représentations diplomatiques attendent que l'AFP ait à son tour parfois envoyé sa dépêche qui confirme ou infirme telle ou telle actualité. J'ai quand même le sentiment que derrière la question, tu sais, c'était de savoir aussi comment supporter l'émotion et le traumatisme. Au-delà, tu vois, du positionnement, effectivement, de l'interprétation ou de la présentation. Et en fait, on sait qu'il y a un certain nombre de journalistes qui sont traumatisés. Enfin, il y a un trauma réel. Bien sûr. Oui, non, c'est extrêmement
extrêmement difficile, c'est vrai, extrêmement difficile. Et pardon, je vous ai peut-être un peu perdu en route, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas un reporter photographe qui part 15 jours quelque part et qui rentre. Vous voyez, les gens qui couvrent l'actualité à Gaza vivent à Gaza. Voilà. Allez-y, mademoiselle, vous avez un micro. Vu que vous ne choisissez pas forcément vos sujets, vous êtes-vous un jour face l'obligation de devoir donner de l'information, peut-être en temps rapide, un jour poser la question sur peut-être avoir regretté d'avoir dû traiter un sujet qui vous aurait pas forcément plu, pas forcément... Enfin, j'arrive pas à formuler la question, mais... Vous avez un exemple en tête? Non. Pas forcément, mais le fait d'être obligé de fournir une information en délai assez rapide et d'après avoir regretté. Bah écoutez, je pense je pense pas que les choses. Il s'agit pas. De toute façon, il y a toute une hiérarchie rédactionnelle qui prend des décisions, qui organise les couvertures, qui se concerte avec les bureaux, les journalistes en charge des rubriques. Donc tout ça est quelque chose de concerté et collégial. C'est pas soudain une agence qui va couvrir une actualité et qui s'en mord les doigts. On n'est pas du tout dans cette, on n'est pas dans cette logique. On est à se dire, ben voilà, et on reçoit chaque jour les programmes de la classe politique, par exemple, des congrès, des conférences de presse, des communiqués de presse, enfin, pour rester, je dis ça et je le partage avec Jean Léonce, qui occupe et qui a occupé de très hautes responsabilités dans le monde politique. Et donc, les journalistes sont énormément sollicités et ils doivent regarder tout ça et discerner ce qui est neuf, c'est ce que nous disions tout à l'heure, est-ce que c'est une information ou est-ce que c'est une personnalité politique ou un mouvement qui veut faire passer un message est toujours le même? Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf? Est-ce qu'il y a quelque chose de différenciant, etc. Donc voilà, ça n'est pas, nous ne sommes pas sur des coups de tête, mais sur des couvertures extrêmement réfléchies. Ce qui est soudain, ce qui se déclenche dans l'instant, c'est un événement comme Notre-Dame, comme voilà, Charlie, le Bataclan, ou voilà, enfin, malheureusement, tout ce qui arrive de façon inopinée, et voilà, et qui ont le retentissement que nous connaissons. Le plus souvent, les journalistes qui vont dans des pays de guerre, ils vont par volontariat ou sont envoyés par des entreprises, des journalistes. Alors, je venais de dire que les gens sont de moins en moins envoyés. Il y a les gens qui sont sur place et puis les gens qui sont dans les pays limitrophes qui viennent, si besoin était, renforcer la couverture ou tout à chacun a besoin de prendre du repos ou de prendre la relève, etc. Mais nous sommes dans l'exercice d'un volontariat. Personne n'est bien sûr. Je reprends ma question de tout à l'heure. En fait, je voulais savoir, après la photographie, par exemple dans les pays en guerre, qu'est-ce qu'ils font les journalistes? Ils aident, ils continuent à photographier chaque seconde ou le moment? Ils rentrent chez eux, ils font quoi après avoir pris la photo? J'ai envie de vous raconter l'anecdote de notre photographe grec Haris Messinis qui avait reçu il y a quelques années le Visador News pour sa couverture des migrants, je crois, sur l'île de Lesbos. Et il avait intitulé son post sur le blog de l'AFP scène de guerre en zone de paix.
Et lui qui avait couvert des conflits ou des choses extrêmement dures opposant les manifestants aux autorités grecques, et il y a eu de sacrées séries de manifestations extrêmement violentes, il était extrêmement choqué que dans un pays en paix, dit en paix, il voit autant de choses avec les migrants. Et quand il avait fini de travailler, il lui est arrivé parfois d'aider des personnes. Il n'a jamais renoncé à faire son travail, mais il le disait lui-même, ça ne l'a pas empêché de porter un bébé ou d'aider quelqu'un à faire quelque chose. L'idée, c'est pas le mélange des genres, c'est que voilà, les deux, en tout cas pour lui, coexistaient. Est-ce que des fois vous vous faites censurer par des pays ou est courte la question. Merci Mao. Bah, c'est pour savoir si vous vous faites censurer par des pays ou des organisations parce que votre photo elle est trop violente, les sujets ils choquent, je sais pas. Alors écoutez, les images que nous diffusons, nous les diffusons aux médias. Et donc c'est après leur rédaction qui décide de ce qu'elle va retenir et de ce qu'elle va publier. C'est assez rare, je dirais. C'est vraiment très très rare. Est-ce que c'est déjà arrivé que un jour un reporter devait aller sur un lieu de guerre et que donc tout était préparé, ses billets et tout, et qu'en fin de compte, arrivé à la frontière, on lui dise que ce soit pas possible d'entrer pour une raison ou une autre? Oui, ça peut tout à fait arriver. Tout comme le cas d'un photographe qui voudrait venir au prix Bayeux des correspondants de guerre et qui éprouve quelques difficultés à sortir de Gaza en ce moment. Ouais. Ah oui, je crois que c'était entrer dans Bayeux. Le temps passe, donc on va peut-être demander encore une ou deux questions s'il y en a. Bonjour, je voulais savoir qu'est-ce qui vous donne envie de continuer ce métier? Pourquoi vous aimez le métier de journalisme? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? C'est une merveilleuse école de la vie et ça développe chez nous une insatiable curiosité. Donc on a, je vous avoue que quand je suis arrivé dans cette grande maison, je m'intéressais à certaines choses. Aujourd'hui, j'ai vraiment de l'appétit pour tout, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine de la culture. Ça nous donne envie, en tout cas ça nous ouvre pratiquement tous les horizons et l'envie d'en découvrir un peu plus, de mieux comprendre en tout cas chaque jour ce qui se passe dans le monde, ça c'est certain. Alors une dernière question. Est-ce que l'agence elle reçoit des photos de particuliers, de personnes qui ne travaillent pas avec l'agence? Alors, sont des choses qui peuvent arriver très exceptionnellement si la personne est détentrice d'un document. Ça avait été le cas, pour ne vous donner qu'un exemple, mais c'était le Concorde en feu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait bien des années de cela. Et donc ce supersonique était en feu et des gens qui travaillaient dans des entreprises aux abords de la zone de décollage ou d'atterrissage avaient fait quelques images qui étaient plutôt inédites et qui avaient leur importance. Donc oui, mais c'est vraiment rare, mais ça peut arriver, oui. Très bien. Eh bien, un grand merci pour votre présence, votre participation. Merci beaucoup. Je vais simplement
Alors, vous savez qu'on a dans le cadre de ce prix un certain nombre de sponsors. L'un d'entre eux est Nikon. Et alors là, on est au cœur de la question qui avait été posée sur les nouvelles technologies, parce que ce sont des appareils assez phénoménaux. Et je vais avoir le plaisir de le remettre à Pierre, qui le remettra évidemment au photographe qui a gagné. Un grand bravo, très belle journée à vous. N'hésitez pas à venir visiter les expos, le salon du livre. Il y a beaucoup d'activités. Très bonne journée.